Voilà, bienvenue à ce rendez-vous. La Russie et l'Ukraine en crise profonde. C'est la guerre pratiquement déclarée et qui est en cours. L'Occident a-t-il abandonné Kiev? C'est la question qui caresse l'esprit de beaucoup d'observateurs, des scientifiques, beaucoup d'analystes. Et l'autre question chez nous et la plus importante, c'est donc le Vatican qui annonce avec Kinshasa la visite papale. Le pape François sera du 2 au 5 juillet 2022 pour une visite de réconfort avec un message de réconciliation. Qui le pape pourra-t-il réconcilier sur quoi? Ça nous intéresse aussi, ce questionnement. D'abord, Bruno Keïmoa, vous êtes internationaliste. Bienvenue. Merci, Fabien. Et puis, Christian Minani, vous êtes chercheur en droit international. Bienvenue. Merci. C'est votre première participation à ce numéro. Les autres, on les annonce quand ils seront là. Ils nous annoncent vraiment de véritables soucis sur les artères de Kinshasa. On commence avec vous, le premier arrivant. Dites-nous concrètement, concernant d'abord la Russie et l'Ukraine, l'Occident a-t-il peur? Réservé de manière stratégique, l'Occident a-t-il abandonné Kiev? Regardez comment l'Occident est loin, vraiment loin de Kiev. Oui, merci beaucoup, M. Fabien. Nous vous remercions de nous avoir associés à ce débat quant à la scène internationale, quant à ce qui se passe en Ukraine par l'invasion de l'Ukraine. La question de savoir si l'Occident a-t-il abandonné Kiev? Oui et non, mais nous pouvons dire que l'Occident, dans son ensemble, dans son arsenal, vous savez, les grandes puissances ne s'entremangent pas, ne s'entretuent pas. Du fait que la Russie n'est pas n'importe quelle puissance, n'est pas n'importe quel État, n'est pas n'importe quel pays, par l'entremise de son président qui s'est dû défendre, qui défend les intérêts de son État en Ukraine et qui prend l'invasion et tout, presque à moitié le contrôle de l'Ukraine. Alors l'Occident se pose mille et une questions. Peut-il attaquer? Peut-il interdire ou arrêter Russie? Peut-il défendre Kiev? Maintenant, il est entre le manteau et l'enclume. Et maintenant, on se pose la question, où serait l'Occident? Quant au Kiev, parce que Kiev représente maintenant le danger, parce que sa population, son économie, tout semble être sombre. Et pourtant, l'honorer voir l'Occident intervenir en faveur de Kiev pour arrêter l'émotion de la Russie, pour arrêter Poutine, demander que non, nous soutenons Kiev, nous voulons que Kiev, qui est la paix, qui est le rétablissement. Qu'est-ce qui les amène, qui les pousse à ce qu'on appelle les réserves, à cette réticence? Une sagesse pour ne pas créer une troisième guerre mondiale ou tout simplement l'armement de Moscou fait peur? Vous savez, du fait que l'Occident se réserve, d'une part, c'est de leurs droits. Et vous savez qu'ils ont face la Russie. La Russie, ce n'est pas n'importe quel État. La Russie, ce n'est pas n'importe quelle puissance. Vous savez, l'histoire nous renseigne que la Russie, peu importe, on peut parler de la Russie ici, mais la Russie, c'est une ancienne puissance. Et la Russie n'a pas perdu son arsenal militaire, n'a pas perdu son économie puissante, n'a pas perdu sa politique nationale interne de son État. Et l'Occident se réserve en connaissance des choses. Parce que vous savez, lorsque vous avez un adversaire de taille devant vous, vous ne pouvez pas vous aventurer à prendre n'importe quelle décision, à quel moment ou à quelles circonstances. Vous devez d'abord réfléchir, vous devez d'abord analyser avant de se mettre, parce que vous risquez de vous toucher vous-même par votre œil sans le savoir. Et alors, nous disons que l'Occident se réserve, ayant connaissance de la Russie, sachant que la Russie, une fois l'Occident soit intervenu en faveur de Kiev, la Russie serait encore en vitesse croisière. Il aurait encore avancé, il aurait encore augmenté son arsenal, sa puissance militaire, sa puissance de force pour frapper l'Ukraine davantage. Merci beaucoup, M. Minani. Bruno Keïmoa, dites-nous la menace de Pentagone
a-t-elle un peu secoué Moscou et surtout Poutine? En ce moment ici, vous voyez que l'Ukraine est seule et le président a été dans une cave en t-shirt, applaudi au Parlement européen. Bruxelles ne fait que condamner, mais on ne sent pas que Kiev est avec Bruxelles totalement. Est-ce que c'est votre lecture? Oui, Fabien. Ce que je dois affirmer ici, c'est que les Occidentaux sont des gens intelligents, qui ne peuvent pas faire des histoires de manière hasardeuse. Et donc, ils savent qu'ils ont devant eux une puissance qui a réussi à prendre les devants sur à la fois l'arsenal militaire, sur l'économie, et qui a un sens élevé d'organisation, une politique qui est un peu spécifique. Et s'il faut rappeler la réalité de la Deuxième Guerre mondiale, on doit dire ici que les pays, la puissance qui avait réussi à neutraliser l'Allemagne hitlérienne, c'est l'ex-URSS. Si l'ex-URSS n'était pas là, on n'allait pas, les États-Unis ou l'Occident n'allait pas remporter la Deuxième Guerre mondiale. Et chasser Hitler, de la France, il avait fallu également l'apport de l'ancienne URSS. Oui, et donc ce sont des Russes qui sont entrés en Allemagne et qui ont réussi à neutraliser les forces allemandes, et puis le fait qu'ils avaient d'abord résisté à Stalingrad et tout ce qui s'était passé. Et ce qui n'est pas enseigné dans l'histoire, c'est quoi? Les États-Unis qui étaient venus après pour prendre part à cette guerre mondiale s'étaient rendus compte que c'est la Russie, l'URSS qui allait sortir, l'URSS qui allait sortir victorieuse de cette guerre-là. Et alors, les États-Unis d'Amérique avaient pensé poser un acte qui allait intimider tout le monde. C'est pourquoi ils avaient déposé les bombes à Hiroshima et à Nagasaki. Ce qu'on ne nous dit pas dans l'histoire, c'est que le Japon avait déjà capitulé. Le Japon avait déjà écrit aux Américains que nous ne voulons plus aller dans la guerre. Mais les Américains, pour faire peur à tout le monde, ils avaient bombardé. Et au jour d'aujourd'hui, Fabien, ce que les Japonais ne disent pas, c'est que et les Japonais et les Américains, ils savent que le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, c'était des crimes horribles que les Américains avaient posés à un État qui avait déjà accepté de capituler. Et donc, si aujourd'hui il y a crise, les Japonais savent, ce sont des gens qui sont un peu hypocrites, ils ne vont pas être avec les Américains. Donc si on voit la carte et la réalité telle qu'elle est, les Occidentaux, ils comprennent que dans ce qui est en train de se faire, pas cette bêtise qui s'est faite à l'Assemblée générale des Nations Unies, la plupart des Africains ne sont pas avec les Occidentaux dans ce qui est en train de se faire, bien qu'ils ont voté pour. La plupart des Latino-Américains ne sont pas avec les Occidentaux. Ça, ils le savent de manière claire. Les pays asiatiques ne sont pas avec les Occidentaux. Et donc, ils ont mesuré, ils ont pondéré, ils disent la Russie, c'est une puissance. Si nous créons une crise aujourd'hui, si nous appuyons l'Ukraine, nous n'allons pas prendre les devants de la scène. Et donc, ils sont en train de réfléchir pour voir ce qui peut être fait. C'est pourquoi ils poussent de plus en plus vers la négociation. Est-ce que ça va aboutir? Attendons voir là où nous sommes en train d'aller. Mais n'oublions pas que derrière la Russie, il y a la Chine, qui est l'allié traditionnel de la Russie. Il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord. Et donc, ce bloc-là, aujourd'hui, est plus puissant que l'Occident. Donc, on est dans une logique où ils sont intelligents, ils comprennent bien la réalité. Et l'Union européenne, ils ne peuvent pas faire face à ce bloc que vous venez de citer. Le contexte est tel que les États-Unis et l'Union européenne ne peuvent pas aujourd'hui faire face au bloc russe, Chine, Corée du Nord et Iran. Il y a même des études qui ont été démontrées pour un pays comme l'Israël, par exemple. Si on laissait l'Israël seul avec l'Iran est en mesure d'effacer Israël sur la carte 3 jours après. Mais si l'Israël tient, c'est juste au nom de l'appui des États-Unis. Et si vous regardez de près, je ne sais pas si les gens sont entre moi, parmi les chaînes que je suis aussi en train de suivre, c'est I24 News.
Les Israéliens vous disent qu'ils vont être neutres, ils ne vont ni soutenir les États-Unis parce qu'ils savent, ils ne veulent pas entrer en conflit avec Poutine. Ce sont des gens qui comprennent de manière beaucoup plus claire les enjeux de la guerre et ils sont de plus en plus en train d'appeler leurs autorités pour qu'ils ne puissent pas s'aligner, pour qu'ils ne puissent pas s'allier derrière les États-Unis ou alors soutenir le président ukrainien qui est un juif. Voilà un juif abandonné parce que, oui, c'est un juif. Naturalisé. Un juif il a lancé même l'appel à Israël. Mais Israël a dit on ne veut pas avoir Vous parlez de l'ancien comédien. Le président actuel, c'est lui que Vladimir Poutine a qualifié de drogué. Et donc, le jeune homme a lancé l'appel pour dire Israël devrait me soutenir parce qu'il est question ici d'un juif qui est menacé, on ne veut pas le voir. Mais si vous suivez les analystes, tous les analystes israéliens qui sont en train de expliquer cette guerre, ils vous disent Israël n'a aucun intérêt de soutenir les États-Unis maintenant. Il n'a aucun intérêt de provoquer Poutine dans ce contexte parce que Poutine est notre allié. Il nous a permis quand même de tenir dans le contexte où on est. Donc dans la guerre de la Syrie, Poutine a donné des garanties à Israël qu'Israël ne sera pas touché. Et donc Israël veut aussi donner des garanties fiables à Poutine dans ce qui est en train de se faire. Donc voilà un peu la lecture brève de la question de la crise russo-ukrainienne. Oui, alors pour terminer justement cette entrée, l'Afrique une position claire et clairement exprimée où l'Afrique joue la politique de l'autruche. Oui, hein, l'Afrique joue la politique. Hormis les communiqués de l'Union africaine, hein, voilà. Bon, l'Union africaine, bon, c'est vrai, c'est notre organisation internationale. Bon, nous ne pouvons la mettre en cause, mais tous nous savons qu'est-ce qu'est l'Union africaine. L'Union africaine, elle est dépendante de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui coordonne tout. L'Afrique, bon, c'est vrai, les Africains ou l'Afrique n'a pas intérêt de s'ingérer, sinon ça risquerait d'être la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Russie ou de l'Ukraine. Laissez les Asiatiques ou les Occidentaux se battre eux-mêmes. Ils savent où commencer et ils savent où ils vont terminer ou se terminer. Vous êtes d'accord, quand vous suivez l'analyse de Bruno Caillois, que affrontement entre l'OTAN occidentaux et Russes, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, M. Fabien. Pourquoi? Vous savez, la Russie, n'oubliez pas qu'elle est membre des conseils de sécurité des Nations Unies. La Russie, je pense qu'elle fait aussi partie de l'OTAN, si j'ai bonne mémoire. La Russie n'a pas encore rejoint l'OTAN. N'a pas encore rejoint l'OTAN, mais l'OTAN tel qu'il est là, ou tel qu'il est là, c'est difficile et c'est impossible qu'elle puisse attaquer la Russie. Parce que la Russie, est telle que vous voyez, elle présente son arsenal militaire. Elle est puissante. Et vous savez, lorsqu'un État est puissant sur le plan militaire, sur le plan économique, il faut faire attention avec cet État-là. Alors je suis d'accord avec... Poutine s'était préparé conséquemment, économiquement, financièrement, militairement, il avait déjà préparé cette guerre. Il y a longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps, vous savez, la guerre ne s'improvise pas. La guerre se prépare. C'est comme tel que vous êtes ici. Vous ne pouvez pas venir vous introniser seulement, tomber comme une sauce dans la, une cheveux dans la soupe. Voilà, je vais organiser une mission si l'Ukraine et la Russie. Non, ça doit se préparer. C'est comme vous nous avez appelés, vous nous avez informés, vous nous avez donné l'air et nous sommes venus. Et la Russie, c'est le même cas. Poutine savait que dans les jours à venir, l'Ukraine jouerait au gloriole. Et malheureux à ce président ukrainien, c'est Mangobo, l'ancien Mangobo, n'est-ce pas? Et il joue au gloriole, il est trop vespéral. Il n'a pas compris les enjeux. Il n'a pas su lire les temps. Vous savez, à chaque moment, à chaque temps, il faut lire les signes du temps. Il a provoqué, et maintenant en provoquant, voilà que ceux qui se disaient que nous sommes derrière vous, ils ne sont qu'en train de jouer à l'hypocrisie. Courage, nous sommes avec vous, on va vous soutenir, on va arrêter Poutine, on va demander, et voilà où il en sont aujourd'hui. Et au moment qu'il dit cela, il se cache derrière l'Ukraine, et Poutine aussi ne fait qu'avancer. Et voilà, Bruno, on termine avec vous pour aborder
le sujet qui a trait beaucoup à la République démocratique du Congo. Pas d'affrontement entre l'OTAN et la Russie. Poutine va garder la mainmise sur l'Ukraine. Et puis, voilà, l'Occident, stratège, en train de préparer aussi une surprise contre Poutine. Nous sommes en train d'aller vers une grande réconfiguration mondiale. N'oublions pas que nous le voulions ou pas, ça c'est peut-être les termes que d'autres personnes ne veulent pas entendre. Nous sommes en train d'aller vers le nouvel ordre mondial. Mais l'autre question que l'on devrait se poser, c'est de dire qui sera le maître de ce nouvel ordre. Et donc les puissances ne pouvaient que se battre. Il y a les États-Unis, tête de peloton des puissances occidentales, il y a la Russie, il y a la Chine. Et donc, on est même en train de dire que dans cette dynamique d'aller vers le nouvel ordre mondial, Poutine s'était bien préparé et il a surpris tout le monde. Il vient de balayer les Occidentaux pour prendre les devants de la scène. Il semblerait même qu'il a un pacte solide avec la Chine pour dire comment ils vont maintenant prendre la tête de cet ordre qui est en train de... Et la Chine qui est aujourd'hui, selon voilà, les dernières publications, les dernières études, la première puissance économique mondiale. Oui. Alors, si la Chine donc vient au secours de la Russie à travers de nouveaux partenariats, des nouveaux marchés, les sanctions auront-elles un impact? Les sanctions contre Moscou auront-elles un impact? Seront-elles dissuasives? Même le système SWIFT qu'on est en train de dire, c'est un système dépassé pour les Asiatiques. Il n'est pas aussi important comme qu'ils sont en train de le vanter, parce que les banques asiatiques étaient déjà connectées. Et donc la Russie va se connecter à ces banques-là. Et donc, il n'y a que le pays africain, Laurent Gbagbo, qu'on avait déconnecté, et quelques présidents africains que l'on peut présenter et toutes ces sanctions-là. Et donc, pour les pays comme la Russie, ces sanctions qui sont en train d'être énumérées. Il y a même une blague qui est sortie, par exemple, sur la Coupe du Monde 2022. On dit, la Russie ne va pas participer. Mais vous savez, bon, je ne sais pas si ce sont des internautes qui ont combiné. Il dit il faut d'abord que cette Coupe du Monde ait lieu. Et donc, est-ce que la Russie dépend vraiment de la Coupe du Monde? Donc, il y a des sanctions tellement minimes qui sont en train d'être prises. Donc, nous sommes là devant des bruits d'une puissance qui est aux abois. Et l'Afrique devrait être aux aguets, devrait observer. Le vent, il est en train d'aller de quel côté? Donc l'Afrique cherche de quel côté se pencher. L'Occident n'a pas encore dit son dernier mot. Bon, nous allons aborder ce sujet qui nous intéresse beaucoup. Vatican, République démocratique du Congo, le pape François annoncé pour une visite de 3 jours, du 2 au 5 juillet 2022, donc cette année, à Kinshasa et puis à Goma. Avant de revenir au choix de Goma, il vient dans une visite de réconfort. Une visite de réconfort avec un message de réconciliation. Un mot avant de revenir à Kayumwa et rejoindre notre ami du Centre pour la gouvernance. Oui, le Saint-Père, le pape François, il vient en République démocratique du Congo pour une visite de réconfort. Oui, vous savez, le Saint-Père, il représente un enjeu majeur en République démocratique du Congo. Du fait que, vous savez que l'Église catholique... Le néocolonialisme spirituel, idéologique, même sur le plan, je peux dire, même sur le plan matériel. Sur le plan matériel. Parce que quand vous regardez les concessions de l'Église catholique, ce n'est pas une mince affaire. Ces concessions appartiennent à l'État congolais. Ça appartient à l'État congolais, mais dirigé par qui? Contrôlé par qui? Contrôlé par qui, M. Fabien? Moi, je suis catholique de naissance et j'ai fait mes études un peu presque dans des écoles catholiques et je connais et je sais de quoi je parle. Réconforter le peuple a souffert justement pendant beaucoup d'années des affres de la guerre. Mais il vient réconcilier qui? Sur quoi? Réconcilier sur quoi? Vous savez, le réconfort peut être moral. Le réconfort peut être spirituel.
La RDC aujourd'hui, sur le plan spirituel, peut-être il y a ce qui ne marche pas, oui, bien sûr. Sur le plan, et vous savez, nous avons, ça fait plus de 20 ans, si j'ai bonne mémoire. En particulier, moi, je suis un garçon de l'Est. Peut-être vous n'en connaissez pas. Quand vous parlez quelqu'un de l'Est et de réconfort, il va mieux vous comprendre. Tellement qu'ici à Kinshasa, vous ne savez pas qu'est-ce que traverse. Vous ne faites que donner comme... Vous jouez aussi comme l'Occident. Voilà, nous sommes de cœur avec vous, Ituri. Nous sommes de cœur avec vous, Goma. Mais il faut être là-bas un jour. Il faut être de passage là-bas pour voir ce qui se passe. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés dans l'Est à travers les rassemblements, actions des grâces, message de réconfort. Il n'est pas le seul pasteur à s'y rendre. Monsieur Fabien, il faut faire attention avec le mot homme de Dieu. Il y a homme de Dieu au majuscule et il y a homme de Dieu aussi à minuscule. Et citons ici la République démocratique du Congo où le spiritualisme semble être comme un jet de goriole. Comme un jet, on ne sait pas comment. Le réconfort que le pape, le Saint-Père va amener à la République démocratique du Congo, surtout quand il se rendra à Goma. Je pense que le peuple de Goma, d'Ituri, de Bukavu, et aux alentours de Massissi, de Minova, de Kavumu, et j'en passe, ils seront réconfortés de voir le numéro 1 spirituel de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Vous êtes beaucoup dans les factuels. Alors, non, il vient réconcilier qui et sur quel sujet? Vous savez, la réconciliation, et quand on est en famille, on ne manque pas de problèmes. L'Église catholique a des problèmes internes. Ça peut être peut-être avec l'État congolais. Ou soit l'État congolais a des problèmes avec l'Église catholique. Mais si le Saint-Père estime que je peux aller en République démocratique du Congo, réconcilier les enfants de cette même famille. Parce que la République démocratique du Congo est indivisible. Peu importe le clivage, tribalo, clanique, spirituelo, je ne sais pas comment, il est le bienvenu et il sera encore le bienvenu. Vous allez voir comment il sera accueilli parce que sa présence à la République démocratique du Congo, c'est un atout majeur à tous les niveaux. Voilà. Et vous savez mieux plus que nous. Merci. Oui. On a senti que c'est le cœur d'un catholique, un Yakato qui parle. Nixon Kambale, vous êtes le directeur du Centre pour la gouvernance. Le spectacle, il n'est pas d'écrire sur nos artères, surtout ce vendredi. Alors, on passe. On avait déjà évoqué ça. Le pape annoncé en RDC, 37 ans après. Quelle est la symbolique? Quelle est la sémantique? Vous avez suivi les mêmes questions que j'ai posées à notre frère Minani. Merci beaucoup Fabien. Je salue d'abord mon ami. Merci aussi. Mon ami Minani, mon co-débatteur chaque jour. En tout cas, Fabien, il faut dire une chose. Il faut placer cette visite dans le contexte. Nous sommes à quelle période pour les calendriers ecclésiastiques? Nous sommes à période de carême. Et je parie fort que l'État n'a pas été, le choix de cet temps n'a pas été innocent pour que le peuple arrive. Vous avez parlé de la réconciliation. Chez les chrétiens. Selon vous, chez les chrétiens catholiques d'abord. Le choix de ce calendrier, de cette date, n'a pas été anodin. C'est pas gratis. C'est pas gratis. Ça signifie quoi? Quel est le nom dit? À cette période de carême, on appelle les chrétiens à une repentance, à se réconcilier avec soi-même. Vous êtes catholique aussi? Oui, je suis catholique. D'accord. Mais je voulais rectifier. S'il vous plaît, c'est l'autre Yakato qui parle. Ah oui. Voilà. On appelle les chrétiens à se réconcilier avec soi-même. Ça veut dire quoi? Vous faites l'examen de conscience, vous dites, je viens de traverser presque une année, qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les actes que j'ai posés? Et vous reconnaissez qu'il y a des actes que vous avez posés qui n'ont pas plu à Dieu, et on vous demande de vous repentir pour vous réconcilier d'abord avec vous-même et avec le Christ. Donc, en venant à cette période ici, outre la compassion, le pape vient réconforter moralement le peuple du Congo. Absolument. Pourquoi réconforter moralement? Le Congo est pratiquement depuis 1996 un pays qui traverse des crises interminables. On peut ne pas le dire. Aujourd'hui, nous avons une crise politique qui est là, mais personne ne veut pas en parler. Crise entre l'État et l'Église ou d'abord ils ont fumé le calumet de paix. Non, d'abord au sein des institutions, il y a une crise. L'une des preuves de cette crise, c'est la guerre sur le financement des élections entre le ministre et la CENI.
C'est déjà plani. Non, ce n'est pas plani. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Quel est le budget prévu pour les élections pour cette année? Et qu'est-ce que l'Église vient faire? Écoute, je vous dis, parce que vous dites qu'il n'y a pas de réconciliation, on veut faire quoi pour atteindre des réconciliations? Je vous donne les éléments qui démontrent qu'il y a nécessité d'une réconciliation. Parce que la CENI a posé des conditions. Je me pose la question, est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que nous pouvons dire avec sincérité que les réformes voulues par la CENI seront effectuées à la session de mars? Quand vous voyez tous les calculs, c'est non. Et donc, dès que ces réformes-là ne sont pas réalisées, qu'est-ce qu'il y aura? Donc nous entrons dans la crise. Qu'est-ce que la présence d'un pasteur pourrait changer dans le comportement des groupes armés étrangers, bien élevés par les voisins et ceux nationaux? Maintenant, je vais dans la partie Est. Oui. Goma, Bunia, Bukavu, Rutshuru sont des cités ou des villes qui, pratiquement depuis 1996, ne vivent que de crise à crise, de tuerie à tuerie, des conflits qu'on qualifie de communautaires, et ainsi de suite. Donc, le peuple de ces villes-là a besoin d'une réconciliation et d'un réconfort moral d'une personne comme le pape. Absolument. Donc, son message évangélique, son message de réconfort, son message qu'il va amener à ce peuple-là, sera un message d'appeler les affaires de cette partie-là à s'intérioriser, à se poser des questions. Pourquoi seulement cette partie depuis pratiquement plus de 20 ans? C'est bien beau, et je le dis souvent, Fabien, nous accusons toujours les groupes armés étrangers. Mais nous n'avons jamais voulu nous poser la question, quel est le rôle des nationaux dans tout ce qui se passe? Et moi, j'ai toujours pensé que, aussi longtemps qu'on n'aura pas à crever l'abcès de la part du rôle des acteurs nationaux dans la crise qui se vit dans la partie orientale, on peut amener même la Russie dont vous avez parlé ici, dans ces bourbiers-là, il n'y aura pas gain de cause. Alors, est-ce qu'il faut attendre l'arrivée on n'a pas du chef de l'Église catholique romaine pour pouvoir crever l'abcès et dire aux gens, arrêtez votre commerce des armes, arrêtez votre commerce du sang, et puis arrêtez la vente des organes humains, arrêtez les pièges des ressources naturelles et des ressources minières. Congolais, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il faut attendre le pape pour le faire? Je vais vous dire une chose. Oui. Je vais vous dire une chose. Quand l'évêque de Butembo-Beni est arrivé ici dernièrement, il a dit à certaines autorités que bientôt, avec ce qui se passe à l'Est, personne d'autre ne sera attendu. Même l'évêque, il disait que lui-même, il risque que la situation tellement de se dégénérer, au point que personne ne pourra accepter ou d'écouter qui que ce soit. Donc, il appelait évidemment les autres à comprendre qu'il y a une gravité des choses. Et ici, le pape, on n'a pas attendu le pape. Le pape vient aussi apporter sa pierre à ces efforts-là de paix, des droits de la paix, pour que les gens comprennent la nécessité de recouvrer la paix, de la sécurité et les rôles que chacun doit jouer pour cet établissement-là. Parce qu'ici, la tendance de chaque fois dire ce sont les autres. Il n'y a que l'État qui peut faire. Et de la côté de l'État, l'État doit accepter qu'il y a des failles de son côté et que ces failles-là doivent être réparées ou recadrées pour qu'on arrive à une collaboration parfaite entre les organes institutionnels de l'État et les populations. Vous ne pouvez pas comprendre, Fabien, lorsque la population alerte pour dire que nous venons de constater un mouvement suspect à tel niveau et que l'intervention vient 24 heures après. Les gens se posent la question, est-ce que nous avons encore l'État qui nous protège? Et avec ça, on demande à la population de collaborer. Comment quelqu'un qui a alerté hier et 24 heures après, il n'y a pas d'intervention, vous lui demandez de collaborer? Il va se dire non. En tout cas, ces gens ici, il va suspecter de bonne foi que ceux-là qui n'ont pas voulu intervenir seraient naturellement ceux-là qui ont envoyé les gens pour nous tuer. Des vrais problèmes qu'il faut aborder dans le cadre de cet état de siège. Exact. Alors, je reviens à vous. Un autre Yakato, mais lucide. Un autre Yakato, mais très lucide. Bruno Caïmois, le pape vient
vous suivez que le message de réconfort, plutôt il vient réconforter, visite de réconfort, mais avec un message de réconciliation. Selon vous, il vient réconcilier qui et sur quel sujet? Oui, Fabien, merci pour cette question. Ce que je vais dire ici, je suis catholique, mais je préfère plus intervenir en tant qu'internationaliste. Le Vatican, pratiquement, le pape, c'est le chef du Vatican, de l'Église catholique, et le Vatican, c'est un acteur important dans les relations internationales. Et pour ceux qui comprennent bien le contexte des relations internationales aujourd'hui, l'Église catholique est en crise, une profonde crise que, bon, c'est difficile pour certains de les digérer. L'Église peut disparaître un jour. Dans les têtes de la plupart des gens qui ne comprennent pas les enjeux internationaux, c'est difficile d'avaler des réalités comme ça. Et en venant en République démocratique du Congo, un pays majoritairement catholique, le pape vient d'abord pour mobiliser les chrétiens catholiques afin que l'Église catholique ne perde pas sa place. Bon, dans l'organisation du Vatican. Vous n'avez pas les Vatican. statistiques encore actualisées. Dites seulement un pays à majorité chrétienne, c'est discutable. Oui. Voilà. Dans l'organisation du Vatican, il y a les équivalents de ce que les préfets de congrégation, qui sont les équivalents de ce qu'on appelle les ministres. Il y a un préfet qui s'occupe spécialement de la propagande fide, donc la propagande de la foi. Quand on sent que les gens sont en train de perdre la foi, il faut aller mobiliser ces gens-là pour qu'ils ne perdent pas leur foi, donc la foi catholique. C'est le rôle que le pape Et la a joué. République démocratique du Congo fait partie de ces pays qui, au cœur de l'Afrique, étaient majoritairement catholiques, mais la plupart des gens sont en train de quitter l'Église catholique. Sont dans les églises donc des réveils. Oui, et donc le pape est en train de venir chez nous. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les voyages des papes sont des voyages très coûteux. Le gouvernement tel que vous le voyez là-bas, il doit dépenser des milliers de dollars pour accueillir les Saint-Pères. C'est parmi les sécurités les plus exigeants du monde. Il y a même de ces pays qui rejettent les visites du pape à cause des exigences sécuritaires. Ça peut demander combien? Je ne sais pas faire de calcul, mais moi, j'ai eu comme directeur de thèse doctorale un théologien de libération qui demandait toujours à l'Église catholique d'éviter de mettre dans le dos des chrétiens du tiers-monde le poids des visites papales. Donc il y a de ces pays qui demandent juste à un préfet de venir le visiter et éviter les visites. Parce que cette visite qui est en train de venir peut être l'équivalent même de 500 écoles qui devraient être construites par le gouvernement congolais. Absolument. Pourquoi il vient? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi ne pas inviter un préfet qu'il vienne, qu'il parle? Bon, il a quand même décidé de venir, mais il faut que la partie congolaise se pose la question de dire qu'est-ce que le Congo va tirer de la visite du pape. Parce que quand le pape vient, il vient faire ce que moi j'ai appelé, ce que j'ai dit ici, la propagande fide. Il vient mobiliser les chrétiens pour qu'il y ait encore des milliers de chrétiens. Et puis l'est du pays qui est très séduit par l'islam. On parle de beaucoup de mosquées qui sont construites dans la partie orientale avec l'aide des agents, certains agents musulmans de la MONUSCO. Voilà, la MONUSCO qui existe plus de 20 ans. Alors, le pape a choisi de venir à Kinshasa et à Goma. Quel est le non-dit? Le non-dit, sincèrement, je suis encore en train de travailler pour comprendre le non-dit. Parce que pour moi, si le pape devrait aller à l'Est, la ville qu'il devrait choisir, c'est Bukavu. Bukavu, où un jésuite a été assassiné, Monseigneur Christophe Muziro Mwenangabo, qui normalement il devrait être béatifié. Je suis même en train de me poser la question... Tu es par les voisins. Le pape, c'est une question polémique. Parce que Muziro a été tué quand l'AFDL était entré à Bukavu. Les responsables, c'était l'AFDL ou le Rwanda. Voilà certaines questions qui fâchent, qui peuvent même faire à ce qu'on a dit mettre à côté sur l'agenda du pape le fait qu'il ne soit pas arrivé à Bukavu. Kataliko a perdu, on a connu la mort de 3 évêques à Bukavu. Je me pose la question, pourquoi on a choisi Goma? Est-ce que Kavumu est à mesure d'accueillir le pape
avec tous les dispositifs sécuritaires. C'est possible. Est-ce que Kavumu a la capacité Ce n'est pas question d'aéroport, Fabien, mais je crois que dans les négociations, il y a les non-dits. Et les gens qui étaient même en train de travailler sur la béatification de Muzirwa, je leur dis, vous avez échoué. Et ça, c'est dangereux pour un pays, parce que si je vois les deux, je suis catholique, je dis, je suis en train d'intervenir en tant qu'internationaliste, nous avons deux bienheureuses, Bakanja et Anorit. Si je vois Bakanja, c'est le prolongement des idées coloniales. Moi, je ne peux pas les films de Bakanja mettre mes enfants pour qu'ils visualisent ça. C'est cruel. C'est parmi les aspects négatifs que l'Église catholique a déployés dans la société congolaise. Et donc, il y a des choses, il faut profiter de ce voyage. Le pape va venir, mais la société civile congolaise, mobilisez-vous pour profiter de cette opportunité pour dire au pape de contribuer. C'est un pape jésuite qui a une oreille très attentive, capable de comprendre vos doléances, de lui dire qu'il essaie d'intervenir afin que l'Église catholique joue un rôle important dans notre société. Parce que dans Mais cette quand vous voyez société, la communauté jésuite à l'Église catholique, est-ce que vraiment il y a quelque chose à attendre de cette visite? On connaît le rôle que le Vatican joue. C'est aussi un État dans un État. c'est pourquoi Le Vatican n'a pas fait pression sur les multinationales qui financent les groupes armés et tous ces bandits qui pillent les richesses du Congo. Qu'est-ce qu'il faut attendre? C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il ne faut pas que le gouvernement soit distrait pour dire nous allons accueillir le pape, on applaudit et tout va. Nous risquons d'assister à ça. Parce que je ne vois pas Mbosso faire pression, je ne vois pas Bahati, les deux qui sont catholiques, faire pression. Ce qui doit être fait dans le contexte actuel, celui qui sait lire le contexte sociopolitique de la République démocratique du Congo, l'Église catholique ne fait pas partie des solutions, l'Église catholique fait partie du problème. De 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde sera d'accord avec moi que l'Église catholique a formé à peu près 80% d'intellectuels qui dirigent ces pays. Tout le monde sera d'accord avec moi. Et on n'a que le résultat. Et donc, une institution qui a formé 80%, et nous connaissons ce que nous connaissons, il faut profiter de l'arrivée de son numéro 1, donc du pape, pour dire ce qu'on connaît n'est pas bon. Et donc, il faut que l'Église catholique travaille pour changer au fond les choses, comme les églises d'Amérique latine l'ont fait. Sinon, et ça, c'est la société civile qui doit le faire, parce que je ne vois pas dans les institutions les gens qui ont cette force de... Malheureusement, cette société civile, elle a maintenant endossé sa... comment on appelle son costume de la foi. De la foi catholique. Non. Alors, je vais revenir à vous. Est-ce que vous pensez que c'est le moment... on connaît que Vatican a une grande influence, mais Vatican, vous savez que les couvents ont accueilli beaucoup de gens durant les révolutions dans ce pays, les différentes révolutions politiques, militaires, ainsi de suite. Mais est-ce que vous voyez Vatican jouer un rôle de dissuasion pour pouvoir empêcher les milieux qui financent les groupes armés et surtout qui utilisent le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, voilà. Oui, encore une question majeure. Nous nous regardons dans les yeux, nous disons la vérité. Très bien. C'est encore une question majeure comme notre co-débatteur venait de le soulever. Nous sommes en train d'intervenir d'une manière kangourou, c'est-à-dire des étapes à étapes. La visite du pape profiterait beaucoup à la RDC dans plusieurs aspects des choses. Nous, en tant qu'internationalistes, comme venez de l'évoquer, le Vatican, c'est un État dans un État. Et le Vatican a ses représentants diplomatiques dans tous les pays du monde. À l'occurrence, ici à Kinshasa, nous avons un nonce apostolique. Vous restez superficiel. Non, c'est pas c'est connu. Oui, c'est connu. Ici, bien nous sûr. Avons étoré. Actuellement, et comme il venait de le dire, actuellement, aujourd'hui, le pape arrive. Quel serait l'aspect, quel serait l'impact de sa visite, de sa présence en RDC? Voyez-vous, je me rappelle en 1994, si j'ai bonne mémoire, après la guerre du Rwanda, après juste la guerre du Rwanda, le Saint-Père
Jean-Paul II était arrivé au Rwanda, n'est-ce pas, mon cher frère? Hein, et les Rwandais ont baptisé ça Rwanda et Pape Iwachu, c'est-à-dire le pape chez nous. Et après la visite du pape Jean-Paul II au Rwanda, où est le Rwanda aujourd'hui? Sur le plan économique, sur le plan militaire et sur le plan même spirituel. Parce qu'au Rwanda, on ne joue pas au glorieux comme ici en République démocratique du Congo. Alors, la visite du pape actuel aujourd'hui en RDC serait un atout majeur, serait une solution dans des solutions. Ils ne font pas jouer à l'hypocrisie. Aujourd'hui, les politiques ou la politique de notre État, c'est un canard boité. Aujourd'hui, même si l'aspect spirituel, et nous allons même demander à la société civile qui est présente aujourd'hui, qui ne prie les sociétés civiles. Et on a vu depuis les années dont j'étais enfant, on a vu le sénateur et le président du Sénat qui a commencé presque la société civile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une société civile qui s'est transformée malheureusement en politique, s'est transformée maintenant et à la recherche de quelque chose de pouvoir ou de postes ministériels ou mandataires. Alors, nous voulons que l'arrivée du pape en RDC, citons à l'occurrence, en particulier à l'Est, l'on vient de citer 3 évêques qui ont perdu la vie innocemment comme ça. Ils ont été abattus à Bupota. J'étais encore trop jeune enfant. À la place de Moulambassi, vous connaissez Bukavu bien, où le Mouziro a été abattu quand il était en train d'avancer et accompagner sa population. Voilà, revenons, mais nous voulons que le pape se rappelle de ces faits malsains, se rappelle de ces événements-là, qui ont conduit jusqu'à aujourd'hui. Parce que les morts, les décès de ces grandes personnalités aujourd'hui, ça n'a suivi même les pertes de vie de la population. 3 jours. Donc pratiquement à RDC, à Kinshasa et à Goma, réconciliation appelle d'abord reconnaître ses forfaits. En parlant de carême, il n'en a pas. Reconnaître ses fautes, les avouer et puis après passer à la réconciliation. Est-ce que ça sera possible, monsieur Kambale? Oui. D'abord, je vais préciser 2 choses. Alors, il va réconcilier les catholiques, parce qu'on parle de la crise au sein de l'Église catholique elle-même, la crise financière, la crise spirituelle, la crise morale. On parle de la crise de leadership. On parle aussi de ce tribalisme, on parle aussi de la gestion qui est discutable. Alors, il vient réconcilier les catholiques congolais entre eux-mêmes, ou il vient réconcilier les catholiques avec les politiques? Bon, Fabien, il faut dire une chose. Je parle de ce que les amis venaient de dire. Lui, il a dit les catholiques ont formé plus de 90% d'intellectuels en RDC. 80. Oui, 80. Mais les protestants aussi ont beaucoup formé. Oui, vos statistiques sont discutables. Oui. Mais au moins, il y a une grande partie formée par les catholiques. Par l'Église catholique, ça, c'est pas en discuter. Il a cité certaines autorités. Et je crois que ceux-là qui ont eu à débattre avec certaines églises, dont les catholiques, ne cessent de dire que parmi les crises à travers le monde ou en RDC, il y a l'échec de toutes les confessions religieuses. Il n'y a pas que l'église catholique. Pourquoi je dis ça? Tous ceux qui gouvernent aujourd'hui sont chrétiens d'Asile ou l'autre église. Et quand ils arrivent là, ils sont des enfants vraiment dociles. Mais quand ils rentrent dans leur vie pratique, tout ce qu'ils ont appris dans l'église, c'est jeté dehors et ainsi de suite. Et il faut ce qu'ils ont à faire. Sinon, le pays, la RDC ne serait pas dans cet état. Surtout que la RDC, c'est l'un des rares pays chrétiens en Afrique et au monde. Donc je me dis, ce que le pape va faire, à ce qui concerne l'église catholique, évidemment, c'est que les chrétiens catholiques, ils doivent comprendre que le message du pape de réconfort et de réconciliation va dans le sens de se reconnaître pécheur à cette période de carême et de voir comment se réconcilier d'abord avec soi-même et de reconnaître son rôle, le rôle qu'il doit jouer, parce que les gens qui ont étudié dans les collèges Al-Fajiri, à Bukavu, Mugueri, Petit Séminaire, et ainsi de suite, ils ont une éducation morale catholique qu'ils ont eu à apprendre et qu'ils devaient implémenter dans la vie courante. Mais la vie courante telle qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que réellement toutes ces personnes-là se souviennent de ces valeurs qui leur avaient été inclus.
Alors ça, c'est un problème. Donc, pour dire que les rôles du pape, au-delà de ce que les amis ont dit, il faut aussi noter que le pape a répondu à une invitation du président de la République, selon ce que le Premier ministre a dit. Donc, le volet politique de l'arrivée du pape est tel que, en répondant à une invitation, il y a un agenda politique voulu par le chef de l'État que le chef de l'État lui a présenté et qu'à ce titre-là, il est venu. Et ce n'est pas anodin. Pourquoi je dis que ce n'est pas anodin de toutes ces choses? Il y a beaucoup de choses. Les coms de départ disent que ce qui est le dessous des cartes de son arrivée n'est pas encore connu. Là, nous parlons de ce qui est propagé. Il va arriver à Goma. À Goma, on sait que Goma, c'est parmi les pays, les cités ou les villes touristiques mais qui ont sur la scène de l'actualité depuis 1996 et jusqu'à aujourd'hui. Et que donc, à ce titre-là, il devait le faire. Mais aussi les volets politiques qu'il ne faut pas négliger. Mon frère, là, il a épinglé cela. Et dès lors que le président de la République l'a invité, il sait pourquoi il l'a invité. Et personne aujourd'hui ne peut pas dire qu'il n'y a pas de germe d'une crise politique en RDC. Et à ce titre-là, la contribution du pape, aussi bien sur le plan moral que sur le plan spirituel et politique, peut contribuer à vider ces questions-là. Alors, heureusement, Nixon n'a pas fait intervenir le pape dans le processus électoral, qui est une matière essentiellement congolaise, et tout ça, ça fait partie de la politique interne. Voilà. Bon. Bruno, vous avez une réaction parce que nous sommes en train d'atterrir. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est de dire qu'il faut que le pouvoir politique congolais sache qu'il ne faut pas dépenser tout l'argent du contribuable congolais sans chercher à tirer des dividendes. Et les jésuites sont des gens qui aiment la simplicité. Par moment, ils portent beaucoup de chemises, même couleur, même modèle, et tout ça, voilà. Oui. Alors, à partir de... Mais qui ont mené aussi beaucoup de révolutions en Amérique latine. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de la visite de ce pape? Et donc, si la diplomatie congolaise était beaucoup plus efficace et ils peuvent continuer à travailler, à partir du moment où le pape sera à Goma, je crois qu'il est important que le numéro 1 de l'Église catholique dit, par exemple, à un pays comme le Rwanda, qui a eu beaucoup de massacres des hommes des églises au Rwanda et dans la partie Est, ces massacres ont été perpétrés par cette force armée criminelle du Rwanda. Donc, il y a des évêques de l'Église catholique qui ont été assassinés au Rwanda par le pouvoir actuel du Rwanda. Il y a des évêques, 3 évêques qui ont été assassinés à l'Est. Il y a Kataliko qui était même arrêté et emprisonné par les RCD, qui était un mouvement provoqué par le Rwanda. Et donc, si le plan diplomatique, si le pape arrivait à dénoncer les crimes que les Rwandais font chez nous, ça serait quelque chose d'extrêmement important. Et donc, le pouvoir politique congolais doit pouvoir travailler pour que cette visite ne soit pas une visite inutile, l'argent du contribuable congolais ne puisse pas être payé inutilement. Mais au même moment, dans ce type de voyage, ils doivent se préparer en conséquence. Et donc, il ne faut pas quand même, au nom du pape, parce que ça fait partie des habitudes des Africains, qu'on puisse déloger les gens de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Ça se fait dans beaucoup plus de pays. S'il y a des gens qui dorment dans des bicoques tout au long de l'aéroport, qu'on laisse le Saint-Père voir tout ce qu'il y a comme misère. Il ne faut pas qu'on déplace des marchés. Et donc, il ne faut pas qu'on vandalise ou qu'on puisse créer... déplacer la population parce que le pape est en train de venir. Pour cacher la misère. Pour cacher la misère. Ce n'est pas intéressant pour le pouvoir politique congolais, mais il serait surtout intéressant que le pouvoir politique puisse travailler main à main avec le cardinal pour dire, pendant 60 ans, le travail de l'Église catholique n'a pas sincèrement travailler avec la Senko ou le cardinal? La Senko. Oui. Et donc, parce que même le comité d'organisation côté Église catholique, oui, c'est chapeauté par le président de la Senko. Bien évidemment. Donc, Marcel Outembi. Comme c'est un jésuite côté État, c'est Samaloukonde Jean-Michel. Oui.
Comme c'est un jésuite qui a vu comment la théologie de libération a transformé la société latino-américaine, il est important que l'Église catholique puisse réformer, puisse retirer certaines formules qui sont dans des prières qui bloquent les logiciels mentaux de la plupart des gens. Fabien, si vous prenez la carte de l'Afrique ou même la carte du monde, la plupart des pays sous-développés du monde sont grandement les pays catholiques. Je dis bien les pays catholiques, que ce soit en Europe. C'est dû à quoi? C'est dû à la formatation du logiciel mental qui vient de l'Église catholique. Regardez le pauvre qui se débomba. Prenons d'abord l'Europe. Vous allez voir les Portugal et l'Espagne qui ont eu le problème. Moi, quand j'étais en Espagne, je voyais les débats qui se faisaient au niveau du gouvernement pour qu'on retire certains enseignements dans les écoles catholiques. Si vous regardez, vous prenez la carte de l'Afrique, les pays les plus problématiques, ce ne sont pas les pays musulmans, ce ne sont pas les pays protestants, c'est dans la plupart des cas les pays catholiques. Cette question, le pape est conscient de ça. Moi-même, j'avais le privilège de participer dans des travaux préparatoires de la congrégation générale en Espagne. J'avais posé la question à un jésuite pour dire, mais cette question, chez nous, ça se fait ça. Il m'avait dit, ça, ce sont les jésuites de ton pays qui devraient poser la question au Vatican. Et donc, si on ne profite pas de la présence du pape en République démocratique du Congo, on continuera à avoir une église qui devrait rendre de bons services à la société, mais qui ne sait pas le faire. Si le Brésil aujourd'hui est devenu pays émergent, ce n'est pas seulement à cause de l'économie, parce que l'église catholique a dit réformer. Il y a les théologiens de libération qui ont accompagné et le Brésil, et l'Argentine, et la Colombie, la plupart des pays latino-américains. Il faut des réformes. Certaines prières que nous récitons chaque jour dans l'église catholique sont des prières pour bloquer le logiciel mental des jeunes gens. Et ce qui est encore compliqué, comme quelle prière, par exemple? Ce n'est pas le temps de le dire. Et Salut Marie. Excuse-moi, on ne peut pas dire des histoires comme ça sur le plateau. Il y a quelque chose de plus important. Quand Jean-Paul II était venu, moi j'étais enfant, en 85, qu'est-ce qu'on nous avait vendu comme produit? On nous disait qu'avec l'arrivée du pape, la situation va s'améliorer. Il ne faut pas que l'Église catholique vende encore ce type de produits aux jeunes gens qui ont 12-15 ans. Ce n'est pas le pape qui viendra changer notre situation. C'est le gouvernement congolais avec Félix Antoine Tshisekedi, Sama Lukonde. Et donc la visite du pape ne va rien amener de la transformation du social et du politique. Ça, on doit se le dire de manière claire. Il ne faut pas qu'on détruise le logiciel des jeunes enfants dans les écoles catholiques pour dire Ndengue Papa, Santo Padre, Nini Papa Ye, Santo Padre. Ndengue Papa Ye, Nini Congo et Kobongo. La République démocratique du Congo ne peut se transformer qu'avec l'apport de ses dirigeants. Principalement, il faut revenir. Principalement avec l'apport de ses dirigeants. Donc, si on veut que les choses se transforment, il faut alors demander à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut demander à Sama Lukonde, il ne faut pas espérer que la visite du pape avec une baguette magique va transformer les choses. Alors, un petit mot pour conclure. Il a évoqué quelque chose de très important. Il nous faut une révolution parce que l'éducation reçue des écoles catholiques, protestantes, salutistes, kimbanguistes et quoi encore, même les écoles officielles, publiques, cette éducation a démontré ses limites. Oui. Tout le monde, quand il arrive quelque part, la première chose c'est piller les caisses et remplir ses poches. Merci Fabien. Vous savez, il y a un adage même biblique qui dit que lorsqu'un aîné perd son témoignage ou sa responsabilité, ne diffère pas un esclave. Et il faut faire trop attention chez vous, chez nous, chez moi, dans notre famille, lorsque vous attendez des visiteurs, que celui qui va vous apporter les changements, la paix. Non, nous recevons les visiteurs parce que la maison qui reçoit un visiteur, c'est une maison doublement bénie, dit la parole de Dieu. Alors, c'est à nous de nous prendre en charge. C'est à nous de savoir comment nous pouvons nous positionner. Merci beaucoup. Merci. Mais je n'ai pas encore chuté. Oui, mais moi je gère le temps. Vous savez que. Merci. Bon, vous savez l'heure à laquelle on est venu ici. On est à vous. Merci. Nixon Kambale, votre mot de la fin. Cette visite intervient dans un contexte d'accalmie. Le cardinal Fridolin Mbongo et la Senko et avec l'Église, l'État congolais. Ne sont plus dans cette guerre des comment on appelle
cette guerre des ondes, et ainsi de suite. On sent que le pasteur et le sacrificateur, plutôt, le sacrificateur et le roi sont en train d'émettre sur la même longueur d'onde, et ce sont des hommes d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore attendre de cette réconciliation? Non, le vrai problème, ce n'est pas parce que les deux parlent ou voient dans la même direction que les solutions de la RDC sont... Il y a des solutions à des problèmes de la RDC. Les problèmes de la RDC restent entiers. Nous avons sur le plan social tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Si je prends le thème, c'est la salubrité. On sait comment ça se présente. Nous avons la question de l'insécurité persistante dans la partie orientale. Nous avons le problème même de la gestion des ressources financières qui sont détournées chaque jour. Chaque jour, on ne parle que de détournement de corruption, détournement des millions, mais la population vit dans la misère totale. Donc moi, je crois que si le pape va contribuer par son message de compassion, pour pousser, il nous revient à nous. Et c'est là où je suis d'accord avec mes amis et frères, parce qu'évidemment, la société civile, depuis un certain temps, a perdu la boussole. On doit se le dire. Il ne faut pas se cacher. Il y a un moment où la société civile a joué un rôle important dans ce pays, mais aujourd'hui, je vous dis, et là, je le dis sincèrement, je me dis, la société civile ne joue plus son rôle, ou elle est inexistante. Parce que devant la misère de la population, on ne voit plus cette société civile qui alertait, on ne voit plus cette société civile qui mobilisait, on ne voit plus cette société civile qui recommandait, qui proposait des solutions, mais il y a une société civile suiviste, qui va dans le sens selon qu'on est apparenté à telle ou telle autre organisation politique. Et là, c'est dangereux. Et c'est comme ça que notre pays, on est ballotté entre les forces politiques, les sociales n'existent, les forces sociales n'existent plus. Et il n'y a pas que la société civile au sens rudimentaire du terme. Merci. Moi, j'interpelle plutôt l'intellectuel congolais. C'est l'intellectuel congolais qui doit être interpellé. Dans tous les secteurs, l'intellectuel congolais a échoué. Revenons, nous devons nous faire un examen de conscience pour nous demander qu'est-ce que nous avons fait de ces pays depuis l'indépendance. Si nous trouvons la réponse à ça, le pays pourra évoluer. Nixon Kambale, pour l'instant tout est dit, en attendant que le grand visiteur de Marc ne puisse fouler les sols congolais. Ça sera la toute première visite du pape François en RDC. Après nous, chez nous, il sera au Soudan. Mais pendant ce temps, on doit faire bloc parce que nous sommes fils et filles. Nous avons le même Père, c'est Dieu, et nous sommes tous fils et filles du Congo, pasteurs tout comme rois. Et nous, dans les médias, pas pour accompagner de manière aveugle, mais pour amener les gens à discuter. C'est un débat républicain, un débat des familles. On ne dit pas qu'on vit la fatalité. Il y a de l'espoir. À très bientôt. Bruno Kaïmois, Nixon Kambale et M. Minani Christian. Pour la première fois. Il faut ajouter aussi maestro. Ça, c'est mon surnom le plus emblématique. Il faut ajouter. Maestro. Le plus connu d'ailleurs. Ah voilà, ça c'est comme ça qu'on vous appelle dans le coin. Dans l'université à laquelle je suis attaché. Je ne suis pas obligé de vous appeler maître. Ah oui. Je ne suis pas obligé. Vous n'êtes pas mon maître. Alors, je suis le maître de tout le monde parce que vous faites partie de tout le monde. Vous êtes le maître de tout le monde. Ah oui. Désolé, je ne serai pas votre élève. Bon, quand vous aurez des problèmes, vous saurez de quoi. À très bientôt. Au revoir.